Vous écoutez Histoire du trafic de drogue, épisode 6. Au début des années 2000, les États-Unis et la Colombie font eux aussi le choix de l'option militaire. Ils élaborent le plus grand plan de lutte contre le narcotrafic, le plan Colombie, 4 milliards de dollars en 5 ans. Des centaines de conseillers américains refondent l'armée colombienne. Forte de ces nouveaux moyens, la Colombie se détourne de l'objectif initial. Les principaux trafiquants, les paramilitaires, alliés du pouvoir, ne sont pas visés. Le plan contre les drogues devient un plan de guerre. Bogota jette toutes ses forces contre son principal ennemi, la guérilla des FARC, active dans près de la moitié du pays. La situation bascule en faveur de l'État pour la première fois. María Jimena Duzán, journaliste colombienne. Et l'armée colombienne commence à reprendre du terrain pour la première fois depuis de nombreuses années. Disons-le sans détour, c'est le plan d'aide militaire américain le plus efficace des 20 ou 25 dernières années. César Gaviria, ancien président de la Colombie de 90 à 94. Le plan Colombie a permis au pays de ramener de la sécurité et a fait chuter les enlèvements de 3000 à 200. En ce sens, je pense que le plan a été très important. Mais il y a eu un grand prix à payer pour une guerre faite dans ces conditions. C'était une guerre irrégulière. Il y a eu des bombardements dont on n'a jamais entendu parler ici à Bogota. La sale guerre, menée loin des caméras, porte un coup sévère aux FARC. Ses leaders historiques sont éliminés. À terme, un processus de négociation va pouvoir s'engager avec la guérilla. Pour la Colombie, l'offensive militaire n'est qu'une première étape. L'étape suivante est amorcée sous la pression de Washington. Malgré le plan Colombie, des tonnes de cocaïne affluent toujours vers les États-Unis. Le pouvoir colombien est sommé d'agir contre les paramilitaires. En 2006, la droite dure au pouvoir leur offre une quasi-amnistie, laissant plus de 100 000 assassinats impunis. Les paramilitaires rendent les armes sur un air de kermesse. L'accord a été fait de façon à ce que les bourreaux n'aient pas à dédommager leurs victimes pour leurs terres, leurs propriétés, qu'ils n'aient pas à dire la vérité. María Jimena Duzán, journaliste colombienne. Et c'est quelque chose qui m'a profondément fait souffrir. Pour tous les massacres qu'ils ont commis, y compris pour ce qui me concerne, le meurtre de ma sœur, les paramilitaires ont bénéficié pendant toutes ces années d'une impunité infinie. Le plus grand saut viendra de la Cour suprême. Des magistrats décident d'ouvrir le dossier des relations incestueuses entre les paramilitaires et les responsables politiques. Un grand nettoyage est enclenché. La Cour enquête, débusque et condamne de nombreux hommes politiques. Ce qui a changé la vie des Colombiens, c'est l'effort incroyable qu'a fait la Colombie pour renforcer ses forces de l'ordre. César Gaviria, ancien président de la Colombie de 90 à 94. Sa sécurité et l'état de droit. Voilà ce qui a transformé et changé la Colombie. Ce travail de justice et de mémoire se poursuit aujourd'hui encore, dans une Colombie qui semble reprendre son souffle. La violence recule dans les grandes villes et la Colombie devient une destination touristique. Mais loin des regards, dans les zones difficiles d'accès, les mêmes gestes se répètent à l'infini. Ici, on récolte la coca et on l'emmène au laboratoire tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on récolte et on l'emmène au laboratoire où on transforme, on fabrique la pâte base et les acheteurs viennent chez nous. Comme des milliers de cultivateurs de coca, ce paysan a subi les campagnes d'éradication menées par les autorités avec l'aide de la DEA. Pendant 30 ans, agent orange, glyphosate de Monsanto, des milliers de litres d'herbicides ont été déversés sur les plants de coca, ravageant des régions entières. En 1994, j'étais dans le Caquetá. C'était un très bon endroit pour travailler dans la culture de la coca. En récoltant, on pouvait gagner un peu d'argent. Mais quand ils ont commencé les fumigations, tout s'est effondré.
Les gens tombaient malades et finissaient presque aveugles. Et le bétail, les arbres, tout, ça détruisait la terre. Quand il fumigeait, on ne pouvait plus rien planter, parce que la terre n'était plus bonne à rien. Et quand ils ont fumigé et que ça s'est terminé, je suis venu par ici, dans le Nariño, et j'ai arraché tous les plants de café pour planter de la coca. Sur ces 3 hectares, ce cultivateur produit environ 70 kg de pâte base de cocaïne, qui lui rapporte 10 fois plus que s'il cultivait du café. La pâte transformée, elle va de l'autre côté. Il l'envoie au Mexique, aux États-Unis, dans d'autres pays. Parce que c'est là qu'elle vaut de l'argent. C'est là qu'elle vaut de l'argent. Parce qu'un kilo ici, ça ne vaut presque rien. Tandis que là-bas, si. Pour fabriquer 1 kilo de cocaïne, il faut 350 kg de feuilles de coca, $400. La transformation, le passage des frontières, la vente en semi-gros puis au détail, coupé, fait passer le kilo de cocaïne dans les rues de New York à plus de $120 000, 300 fois plus que le prix de base. Quand une partie de la récolte est éradiquée en Colombie, le prix de la feuille de coca peut tripler. Le gramme dans la rue passe alors de 122 à $122,77. Pas de quoi décourager le consommateur new-yorkais ou freiner les trafics. En Colombie, la coca finance toujours des dizaines de groupes armés. Ils sont les héritiers lointains des grands cartels, les descendants directs de factions paramilitaires ou des FARC ayant refusé l'accord de paix historique signé en 2016. Après 30 ou 40 années de guerre contre les drogues en Colombie, nous produisons plus de cocaïne que jamais. Gustavo Duncan, politologue colombien. Malgré tout, nous pensons avoir réussi parce que les organisations criminelles gouvernent moins. Nous avons avancé, c'est sûr. Mais nous sommes toujours dans une situation compliquée et difficile, avec la peur que ces quantités de culture de coca puissent réactiver encore une fois des choses que nous ne savons pas comment contrôler. Et oui, j'ai peur que cette mèche se rallume. Tant que les plantes à drogue poussent, des mouvements criminels ou insurgés peuvent s'en emparer. En Afghanistan, les États-Unis ont sous-estimé ce danger latent. Après avoir chassé les talibans du pouvoir en 2001, Washington pense que le problème est réglé. Quelques années plus tard, l'armée américaine fait face à une puissante insurrection. Grâce à l'argent de la drogue, les talibans ont enrôlé des milliers de combattants. En 2004, sous la pression de Washington, le président Hamid Karzai proclame le djihad contre le pavot. Mais le président afghan va jouer contre son camp. Son autorité ne tient que par la fragile coalition de chefs de guerre et d'anciens moudjahidines, qui eux aussi dirigent leur fief grâce à l'argent de la drogue. Bien sûr, il y a beaucoup de gens au sein du gouvernement afghan qui sont impliqués dans le trafic, comme dans les forces d'opposition, ce n'est pas un secret. Tom Kramer, politologue au Transnational Institute en Birmanie. Tout le monde le savait, mais c'était délicat d'en parler parce que ce sont nos alliés politiques. C'était ça la logique. En 2005, dans la région du Helmand, plus de 9 tonnes d'opium sont découvertes dans la cave du gouverneur. Le président Hamid Karzai doit l'écarter. La milice du gouverneur, privée de ses revenus, change alors de camp. Ces 3000 hommes rejoignent les talibans et font basculer l'équilibre des forces. La région du Helmand tombe entre les mains des talibans qui en font la première zone de production d'héroïne du pays. Pour amputer les talibans de leur principale source de revenus, les États-Unis musclent leur réponse militaire. Des bombardiers B-52 et des avions furtifs Raptor F-22 bombardent des laboratoires d'héroïne des talibans. Alfred William McCoy, historien. Donc un avion furtif F-22 qui coûte environ $400 millions et un laboratoire d'héroïne, ce qui peut avoir l'air chic, mais en réalité, ce n'est qu'une cabane en terre, avec des bidons rouillés et un chauffage électrique bon marché, probablement $50 de matériel. Les États-Unis utilisent l'équipement militaire le plus sophistiqué. Tous leurs moyens de repérage et de renseignement, des drones pour suivre les mouvements,
des images satellites, les B-52 qui sont les plus performants sur la planète, pour attaquer ces cabanes aux toits en tôle et leurs barils rouillés. Je pense que cela montre les limites de la coercition. Il n'y a pas un seul cas où l'éradication a poussé un groupe armé à la faillite, ou l'a suffisamment affaibli pour qu'il soit battu. Vanda Feldbach-Brown, spécialiste du crime organisé à la Brookings Institutions. Les gens ont faim, ils n'ont littéralement rien à manger et ils vont protester et se mobiliser. Et ce qui se passe, c'est que les groupes criminels et insurgés, comme en Afghanistan ou en Colombie, reçoivent beaucoup de soutien politique. Les gens changent d'allégeance. Et dans l'histoire des liens entre groupes insurgés et drogue, l'État gagne quand il arrête d'éradiquer. Après 50 années de guerre, Kaboul, la capitale afghane, abrite la plus forte concentration de toxicomanes au monde. Dans les campagnes, près d'une famille sur deux est touchée par l'addiction à l'héroïne. Le pays continue de sombrer. Au Mexique, un siècle après le début des premiers trafics, la culture populaire célèbre les narcos et leur ascension sociale fulgurante. Les petits paysans qui plantaient le pavot au siècle dernier dans les montagnes du Sinaloa ont enfanté des trafiquants capables d'exploiter toutes les failles du système. Symbole absolu de cette revanche des plus faibles, El Chapo Guzman, patron du cartel de Sinaloa, a su échapper aux autorités pendant 15 ans et amasser une fortune d'1 milliard de dollars dont la police cherche encore la trace. Les organisations qui font du trafic de drogue peuvent s'offrir les meilleurs avocats. Jérémy McDermott, journaliste à Inside Crime en Colombie. Les meilleurs courtiers, les meilleurs comptables. Et les forces de sécurité sont complètement dépassées sur ce plan-là. Des centaines de millions de dollars appartenant au cartel de Sinaloa ont été retrouvés blanchis dans les comptes de grands groupes bancaires. Les banques ont toutes obtenu un règlement avec la justice. Aucune condamnation n'a été prononcée. Mais plutôt que de se dire que ce système financier-là est profondément instable et s'alimente d'argent sale, on continue à ne pas le pénaliser pour dire faute de mieux, on avance comme ça et effectivement, on va fermer un peu les yeux. Clotilde Champérache, économiste du crime organisé. Donc ça vaut toujours la peine pour elle de continuer à faire ces trafics-là. Ça reste rentable et ça se voit d'ailleurs au niveau des grandes banques qui ont des services contentieux qui provisionnent toujours plus d'argent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire dans la perspective d'un procès, on a fixé un prix à la fraude, au détournement des règles ou à l'irresponsabilité bancaire. En 2015, El Chapo est repéré alors qu'il entre en contact avec une comédienne dont il s'est entiché. La trajectoire de l'un des plus grands trafiquants de drogue se referme sur une erreur de débutant. Extradé, condamné à perpétuité aux États-Unis, El Chapo laisse derrière lui une nébuleuse du trafic de drogue et le mythe d'un cartel à l'organisation pyramidale tenue par un seul homme. Le monde criminel actuel n'est plus entre les mains de ceux dont on entend les noms dans les médias. Roland Enciso, historien. Et peut-être que ce qu'il reste du cartel de Sinaloa pour le Mexique, c'est avant tout la nostalgie. La nostalgie d'une organisation criminelle qui utilisait la violence de manière prévisible. Aujourd'hui, au Mexique, la violence s'insinue partout et tout le temps. Les grands cartels d'hier se sont scindés sous les coups de l'armée, toujours déployés dans le pays. Une myriade de petits groupes insaisissables apparaissent, déclinent, disparaissent et se recomposent en permanence. Sur la côte pacifique, Acapulco, joyau du Mexique, est devenue l'une des villes les plus dangereuses au monde. On dénombre une trentaine d'organisations actives dans la région. Les petits groupes sont un problème majeur au Mexique.
Et le fait qu'il s'agisse de très petits groupes et qu'ils soient très nombreux et qu'ils opèrent dans un contexte où les forces de l'ordre sont faibles et incompétentes crée énormément de violence. C'est moi qui récupère les corps. Irvine Marquez, employé des pompes funèbres. Dans les hôpitaux, chez les médecins légistes, à domicile. Je suis la personne qui s'occupe d'apporter du soutien aux gens, de les soutenir dans leur douleur. Il m'est arrivé d'aller chercher dans des fosses dans lesquelles il y avait 8 ou 9 corps. Quand ce sont des personnes démembrées, on doit injecter morceau par morceau, coudre les corps pour qu'ils restent, pour que les familles puissent voir leurs proches. Et donc on donne une explication à la famille. Souvent, dans de nombreux cas, les corps ne peuvent pas être réveillés à cause de leur état de décomposition. On les prépare et on ferme le cercueil parce qu'on ne veut pas voir un corps dans cet état. Au Mexique, la mort a tous les droits. Frolan Enciso, historien. Les corps s'empilent les uns sur les autres. Et il n'y a aucune force capable de réparer le mal qui est fait chaque jour. Chaque jour, nous nous levons en apprenant l'existence d'une nouvelle fosse clandestine. Nous nous levons en apprenant qu'un nouveau groupe criminel a surgi. Ces 10 dernières années, plus de 40 000 personnes ont disparu au Mexique, arrachées à la vie par les organisations criminelles qui frappent aveuglément, rackettent et enlèvent contre rançon des personnes souvent sans histoire. Je cherche mon frère Thomas, mon grand frère, enlevé le 5 juillet 2012 à Huitzuco, dans le Guerrero. Mario Vergara fouille la terre sans relâche pour trouver le corps de son frère. Avec d'autres familles meurtries, il a déterré plus de 400 corps au cours des 5 dernières années, ici, à 1 heure d'Acapulco. Dans cet endroit qui s'appelle le lac d'Iguala, dans le Guerrero, nous avons trouvé 21 corps, tous portant des signes de torture, les mains et les pieds attachés, les yeux bandés. Ils recrutent vos enfants pour en faire des tueurs. Si vous êtes paysan, ils vous obligent à abandonner la culture du maïs pour planter du pavot. Ils peuvent faire disparaître votre époux que vous passerez votre vie à chercher parce qu'ils l'ont recruté pour un travail criminel. Vous le retrouverez mort dans l'une des fosses clandestines. Les montagnes sont très belles. Les paysages sont magnifiques. C'est vrai. Mario Vergara, collectif des familles de Huitzuco et Iguala. Mais elle renferme l'horreur que les hommes ont commise. Ça, c'est le crâne d'une personne. On voit l'impact de la balle ici. D'après ce qu'on m'a dit, cet homme a été amené ici. Ils lui ont tiré dessus et il est tombé la face la première. Nous sommes en train de déterrer la vérité de ce pays. Nous disons au gouvernement, oui, il y a des disparus au Mexique. Oui, il y a des fosses clandestines au Mexique. Et vous ne faites pas votre travail. Nous le faisons à votre place. La seule bonne chose dans tout cela, c'est que les Mexicains s'organisent chaque jour un peu plus. Frolan Enciso, historien. Il y a beaucoup d'organisations de femmes qui, face à un État qui n'a pas les moyens de leur offrir justice et de retrouver leurs êtres aimés. À chaque nouvelle fosse commune, il faut attendre la venue des autorités qui conservent à ce jour plus de 27 000 corps non identifiés. Un nouveau chapitre de l'histoire du trafic de drogue s'ouvre quelque part en Chine. Un retour des choses. Des organisations criminelles ont arraché à l'industrie pharmaceutique un autre de ses secrets. En manipulant des produits chimiques, elles sont parvenues à synthétiser le fentanyl, cousin lointain de l'opium.
Produit depuis les années 50 pour les besoins de la médecine, le fentanyl se fabrique sans la moindre fleur de pavot. Une drogue 100% synthétique. De ces ports où sont arrivés les premiers ballots d'opium au XIXe siècle, partent aujourd'hui des chargements invisibles d'une drogue d'une puissance infinie. Le fentanyl est au moins 100 fois plus puissant que l'héroïne. Vanda Feldbach-Brown, spécialiste du crime organisé à la Brookings Institutions. Donc, il faut peut-être un certain nombre de camions de cocaïne pour approvisionner le marché américain pendant 1 an. Tandis qu'il suffit de charger une voiture pour approvisionner tout le marché américain des opioïdes en fentanyl. Vous pouvez complètement oublier l'agriculture. Vous n'avez plus besoin de paysans qui font pousser du pavot en Afghanistan, au Mexique, en Colombie. David Courtwright, historien des drogues. Vous n'avez plus besoin d'armées et de chefs de guerre pour transporter de l'opium. Si vous n'avez besoin que de produits chimiques que vous pouvez fabriquer en Chine, puis envoyer au Mexique, cela simplifie grandement les choses. Et cela veut dire que vous pouvez baser vos opérations n'importe où. Donc, les drogues de synthèse modernes ont vraiment le potentiel de changer radicalement le marché des drogues. Et les politiques, les relations internationales, toute la géopolitique qui les entoure. Le fentanyl afflue vers un pays en prise avec la plus grande épidémie d'addiction de son histoire. Aux États-Unis, la surprescription d'antidouleurs, encouragée par les lobbies pharmaceutiques, a rendu des centaines de milliers de patients accros aux opiacés. Quand leur traitement s'arrête et que l'illusion de bien-être se brise, ils se tournent vers les marchés illicites. Des hommes et des femmes de classe moyenne rejoignent chaque jour la cohorte des usagers d'héroïne et se laissent happer par le fentanyl, moins cher et beaucoup plus puissant. Le fentanyl tue 30 000 personnes par an aux États-Unis. Cette fiole est un piège mortel pour ceux qui cherchent à fuir la douleur de vivre. Cela n'a pourtant rien de fatal. Tant que la guerre visera le trafic de stupéfiants et pas les causes de leur usage, nous vivrons dans un univers mafieux en perpétuelle mutation. Le monde des drogues a été créé par nos choix de société et notre système économique. La seule solution est d'en changer. Vous venez d'écouter Histoire du trafic de drogue. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Histoire du trafic de drogue est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Yami 2, écrit et réalisé par Julie Lerat et Christophe Bouquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.